Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de me rendre à Liposteil, au nord des Landes, pour rencontrer Patrick Larère, dirigeant des fermes Larère. En une génération, Patrick et ses frères ont fait de leur exploitation une des plus grandes fermes de production de légumes du pays. L'entreprise est aujourd'hui composée de 11 associés, tous de la famille Larère, et embauche pas moins de 200 salariés à l'année. Leur production historique, la carotte. Mais ils cultivent désormais un large panel de légumes pour atteindre une production de 60 000 tonnes par an. Pour vous donner l'eau à la bouche, je vous propose d'écouter un court extrait de l'épisode qui sortira dès demain à 8h. Bonne écoute! Tu produis sous label et certification certaines carottes ou tu es Ouais. tout en conventionnel? Comment Alors, ça se passe? Conventionnel depuis 93, ça fait 30 ans, on a fêté notre 30e année l'an dernier. On est très fiers de te recevoir aussi parce que cette année c'est nos 20 ans pour la carotte bio. La carotte bio on a démarré en 2004, on va faire notre 20e anniversaire. Donc Eh ben, bon le bio, anniversaire. voilà. Donc voilà, et puis on a vécu avec ça, on n'oppose pas les modèles chez nous, c'est un fondement clé. On n'oppose pas les modèles, on les observe, on voit comment. Voilà. On a toujours essayé de produire une carotte hyper durable en fait. On n'a jamais désinfecté nos sols, on a toujours essayé de mettre le moins de pesticides possible sur la carotte conventionnelle. Et on a toujours des méthodes qu'on utilisait en bio, si on pouvait les appliquer en conventionnel, on les applique en conventionnel. Donc on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie? Et en 2018, on a fondé avec d'autres entreprises, d'autres groupes de producteurs, notamment certains qui sont landais ou implantés dans les Landes, on a fondé le collectif Nouveau Champ avec le label zéro résidu de pesticides, qui est un peu un mix entre ces deux, où on va autour d'une promesse du consommateur que dans le produit qu'il va consommer, on garantit qu'il n'y a plus de résidus de pesticides, des techniques derrière, que le résultat est obtenu par des techniques agroécologiques qui vont être très poussées pour arriver à ce résultat-là en fait. Et comment tu fais pour, sur une même exploitation ou un même groupement, pour produire trois typologies différentes, du bio, du conventionnel et du zéro résidu de pesticides? Parce que j'imagine qu'une parcelle bio ne peut pas être à côté d'une parcelle de conventionnel. Comment tu le gères ça? En fait, nos îlots, on a 4 exploitations qui sont conventionnelles. C'est plutôt les premières, hein, les pionnières. Toutes les exploitations créées depuis 2000 sont biologiques. En fait, c'est des moyens différents. En fait. On a, je sais pas un exemple, on a un pulvé pour le conventionnel, on a un pulvé pour le bio, on a des moyens qui vont être différents, des outils qui vont être différents. On n'a pas entre des fertilisants organiques entre des engrais organiques et des engrais de synthèse, on n'a pas le même matériel. Enfin, on a beaucoup de voilà. Sur le bio, on a beaucoup de travail manuel, on a beaucoup d'équipes saisonnières qui viennent, on a plus d'une centaine de saisonniers qui viennent pour faire pour faire du désherbage ou de la récolte ou de l'entretien de culture. Donc voilà, donc souvent c'est des gens qui reviennent depuis de nombreuses années, hein, qui sont chez nous. Et donc c'est pas les mêmes moyens en fait qu'on va mettre. Par contre, dès qu'on voit qu'on a quelque chose qui dit tiens, hop, ça a toujours, je pense que le bio nous a permis de mieux faire le conventionnel, je pense. Voilà, dans notre histoire. Et en termes de coûts de production et de débouchés entre les deux aujourd'hui, comment ça se passe? On n'est pas sur les mêmes. Les coûts, généralement, en fonction des cultures, hein, mais sur une carotte, on va être à 2 fois et demi le prix. En gros, le coût d'une carotte biologique, c'est 2 fois et demi le prix. Et avec un rendement qui va être à peu près un tiers en moins, quoi. Donc on a un coût de production qui est plus élevé, en fait. Lié à quoi? À ces coûts-là, alors les coûts, tu vas retrouver les engrais. Les engrais organiques sont plus chers que les engrais conventionnels. Par contre, l'avantage, on va avoir des externalités positives au niveau des engrais, parce que tu vas retrouver des engrais qui vont être locaux, nous on a un résidu de méthanisation par exemple, on va retrouver des choses qu'on va les sourcer localement, plutôt que des choses qui sont faites très loin. Donc ça c'est, voilà, il y a de l'économique mais aussi du sociétal qu'il faut regarder. Sur la partie protection de culture, parce que voilà, il faut bien protéger les cultures. Donc pour ça, en conventionnel, on va appliquer du coup des pesticides. C'est des solutions qu'on n'a pas sur le bio. Donc là, le désherbage, par exemple, une carotte, ce qu'il faut savoir, c'est dès qu'elle est toute petite, c'est la concurrence d'une herbe, l'herbe va prendre le dessus en fait. Donc tout de suite, dès qu'elle arrive elle est toute petite, elle est bébé, elle a 2 feuilles, il va falloir venir enlever toutes les mauvaises herbes. En conventionnel, c'est facile. On met des doses très réduites aujourd'hui, hein, du style un demi-litre, 1 litre par hectare. Donc c'est rien de pesticides pour tuer toutes les herbes. Sur le bio, non. Donc là, on va passer avec des engins qui vont venir biner, travailler localement
avec des GPS, en fait. Il y a de la techno aussi un peu. Hein. Ouais. À 1 cm, 1,5 cm de la carotte. Il est capable d'identifier quelle est la feuille de carotte et quelle est la feuille Non, de la mauvaise alors, herbe. non, mais on est à 1,5 cm. Ça va être travaillé mécaniquement. D'accord. Après, il reste une bande de 10 cm, 10-12 cm. Là, il faut faire à la main, quoi. Ah, ok. Il n'y a pas le choix. Donc là, c'est des équipes qui passent à la main, qui récoltent. Donc là, bien évidemment, le coût, il est sans commune mesure. Et en plus, on ne garantit pas qu'il n'y a pas d'herbe. Il y en a quand même un petit peu, parce qu'il en pousse toujours, quoi. Donc on perd des parcelles, on perd des ronds, des zones. Donc le bio, c'est quand même beaucoup plus compliqué, en fait. Voilà. Et tu trouves du monde qui a envie d'aller désherber la carotte à la mer? Ouais, alors on a toujours eu dans l'agriculture. C'est vrai que les métiers de l'agriculture attirent pas forcément. Et on a eu nos premiers salariés étrangers il y a une dizaine d'années, 10-12 ans en fait. Et on a eu alors ils pouvaient être polonais, ils pouvaient être, on a plein de belles histoires chez nous en fait, parce qu'il y en a plein qui sont chez nous, qui aujourd'hui sont français, ils sont en CDI, ils sont salariés, certains ont des postes de responsables, chefs d'équipe. Dans ces histoires, il y a beaucoup de familles qui viennent, il y en a certains, ils vont s'installer, ils deviennent français, leurs enfants sont au collège avec nos enfants, enfin voilà. Il y a une autre catégorie qui vont repartir chez eux, 3, 4, ils vont travailler 6 mois chez nous, ils vont repartir 6 mois chez eux, et du coup en venant travailler en France, leur salaire est doublé, triplé. Alors, certains pays sud-américains, il faut savoir, c'est 7 fois. Quoi. Ils vont prendre 6-7 fois leur salaire. Nous, on avait un couple qui a travaillé 7 ans chez nous. En travaillant 7 ans chez nous, ils avaient travaillé pour une vie chez eux. Et ils sont partis, ils sont rentrés en Équateur. Et ils ont créé un atelier, ils sont devenus éleveurs de poulets. On a quelques belles histoires. Mais c'est des gens qui reviennent assez naturellement de réseau. Quoi. Voilà. Okay. Mais c'est quand même un gros morceau, non, la gestion des salariés, parce que combien tu as de salariés? Alors, en permanent, on est 200, 200 en permanent, alors sur tous les services, hein, en fait, ouais. d'équipe commerciale. Les 12 fermes, toutes les productions. Dans les champs, stations, donc il y a à peu près 200 permanents, et après, on a un peu plus de 100 saisonniers qui vont venir, alors plutôt dans les champs l'été, même si elle est un petit peu en station, et plutôt en station l'hiver, en fait. Voilà. Voilà. Mais on est vraiment pour faire ces saisons en fonction des produits, pour venir nous aider du coup ponctuellement, avec quand même une bascule en permanent dès qu'on peut, quoi. Pour finir sur la carotte, au-delà de la main-d'œuvre, après, est-ce qu'il y a d'autres difficultés de production Dans les enjeux qu'on a devant, on a tout ce qui va concerner le changement climatique, on le voit, c'est de plus en plus complexe. On le voit par exemple, on a eu cet automne, on a eu pratiquement 900 mm de pluie entre le 20 octobre et la fin février. Pendant ce temps-là, on devait ramasser des carottes tous les jours, dans les champs, dans la boue. Donc là, ce qu'on voit, l'évolution qui se passe. Et là, mon neveu Julien, là, il a été bon, hein, avec ses équipes, avec Nicolas, tout ça. Ils ont modifié des machines pour pouvoir arriver à mieux récolter. Il faut que le matériel évolue pour pouvoir s'adapter aux aléas. Et on les voit, ces aléas sont de plus en plus violents, donc il faudra que la culture s'adapte par rapport à ça. On a aussi des phénomènes qui deviennent complexes. Par exemple, il n'a pas fait froid, on n'a plus de grand froid. Donc, est-ce qu'il faut labourer, pas labourer? Donc, on est avec labourer nos carottes ou pas? Est-ce qu'il faut Il y a des prises de risques qui sont de plus en plus complexes à appréhender. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, ce changement climatique, il peut être aussi positif. Pourquoi il serait que négatif, quoi? Du coup, ça nous a aussi amené à se dire, est-ce qu'on peut pas faire autre chose? Est-ce qu'on ne peut pas demain faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, les faire ici? Et des choses que peut-être on ne pourra plus faire ici, arrêter de les faire. C'est peut-être ça l'avenir en fait. D'où le fait de cette serre expérimentale au milieu de laquelle on est. Ouais, c'est ça. On a essayé d'y mettre un peu d'agrumes, avec voir un petit peu ce qui pousse. Donc on est sur... autrefois c'était une forêt, hein, avec la forêt de pins. Il y a très peu finalement de biodiversité dans une forêt de pins. On a mis... c'est une serre photovoltaïque ici, donc, qui ne nous appartient pas. Quand tu dis qu'elle ne vous appartient pas, je fais une aparté, c'est que vous avez bénéficié du bâtiment gratuitement, mais il appartient au producteur d'énergie solaire qui a mis des panneaux photovoltaïques au-dessus. C'est ça. Si on fait la parenthèse, notre parti pris quand même, c'est que l'agrivoltaïque, que ce soit un bâtiment et tout, il faut que nous, on part du principe que l'agriculteur ne peut... d'avoir l'équipement gratuit, mais s'il y a quelqu'un qui doit prendre de l'argent pendant 40 ans sur son dos et que lui, il n'en voit pas la couleur, c'est pas normal en fait. Et il peut y avoir des acteurs qui investissent chez les agriculteurs,
Mais moi, je pense que l'agriculteur doit avoir une place dans la société qui vend l'électricité. Voilà. Soit faire ses projets lui-même, soit avoir une place dedans pour bénéficier aussi de cette externalité positive d'avoir des revenus par rapport à la production d'énergie. Celle-là, elle est expérimentale. On ne savait pas trop comment ça allait marcher. Donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer d'y planter des agrumes. On a quelques pionniers dans les Landes, du côté d'Ers-sur-Adour, qui ont fait un peu le pari fou de faire pousser des agrumes dans les Landes. Donc on s'est dit pourquoi pas. On voit qu'ils s'en plantent dans le Roussillon. On s'est dit peut-être ça viendra chez nous. L'avantage dans cette serre, c'est qu'on a un peu plus de degrés en fait. On a un peu plus de degrés, on a un peu plus de chaleur. Avec les ouvrants, on peut maîtriser un peu plus l'hygrométrie, un peu plus de choses. Donc on s'est dit, est-ce qu'on va pas essayer? Donc là, en fait, on a planté plein d'agrumes, il y a un peu de tout, il y a des oranges, il y a des citrons, il y a des mandarines, il y a des clémentines, il y a des yuzu. Enfin, bref, on a essayé à peu près tout ce qui se faisait. Voilà, et on essaie de regarder un petit peu. C'est expérimental. On a planté les premiers il y a 2 ans. On regarde un peu ce qui se passe. On a essayé plein de choses. Il y a plein de choses qui ne marchent pas. Ce qu'on a réussi à faire, un peu dans nos fiertés, c'est du gingembre en fait. Le gingembre, c'est un légume qui se consomme de plus en plus. C'est quasiment un alicament. On s'est dit, est-ce qu'on peut l'adapter ici à notre terroir? Puis voilà, ça fait 2 ans qu'on y arrive. On récolte du gingembre frais. On l'implante au mois de mars et on le récolte entre octobre et décembre, avant les gelées, quoi. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.